Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, heu, j'étais devenu, un bon ami de quelqu'un qui est un grand avocat, qui est un avocat mondialement connu et qui s'appelait Olivier Metzner. Olivier Metzner était devenu connu du grand public parce qu'il avait été l'avocat de Dominique de Villepin dans l'affaire Clearstream qui opposait Dominique de Villepin à Nicolas Sarkozy. Sombre affaire que l'affaire Clearstream, puisque c'était une affaire, entre autres, de manipulation de données. Alors moi, je connaissais Olivier Metzner bien avant l'affaire Clearstream et bien sûr bien après. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce que le 19 mars 2013, j'ai lancé la première exposition d'une galerie d'art contemporain à Paris, dans le 7e arrondissement, dont le nom est 55 Bellechasse. Cette galerie existe toujours et je vais, au fur et à mesure des semaines qui viennent et des mois qui viennent, la relancer. La relancer fortement parce que je pense que l'art reste un média et que le fait de communiquer avec son cœur, le fait de communiquer avec ses émotions, de peindre la réalité avec ses mots est également un art. Mais là où l'artiste a le droit de tricher avec la réalité pour dire la vérité, le journaliste, lui, ne doit dire que la vérité des faits et ne doit pas tricher. Il se doit d'informer. Or, aujourd'hui, les journalistes se prennent pour des artistes, c'est-à-dire qu'ils prennent toutes les libertés, mais pas pour donner l'émotion de la vérité, mais pour créer une nouvelle vérité. Et c'est vrai également pour beaucoup d'experts, c'est vrai beaucoup de gens. Je ne vais pas rentrer dans le détail du corporatisme, de l'entre-soi, des dîners en ville, de la corruption, des gros salaires, des grosses primes, des emprunts, tout ce que vous voulez, parce que tout ça joue évidemment, et vous l'avez bien compris. Euh, et de la même manière, je n'ai pas du tout l'intention d'être un journaliste. Quand je dis je crée un média, je veux dire je crée un lieu, un média en fait, c'est un contenant, comme un stade, comme une chaîne de télé, comme un opérateur télécom, dans lequel vous mettez un contenu et il y a un public qui va être attiré par ce contenu. Et dans le public, il va y avoir des gens qui vont être intéressés par telle facette du contenu et d'autres qui vont être intéressés par telle autre facette du contenu. Mais dans mon média, il n'y a pas un journaliste qui s'appelle Bertrand Schoeller. Bertrand Schoeller n'est pas journaliste. Bertrand Schoeller est quelqu'un qui s'intéresse à partager avec vous une analyse des événements de la société, mais également, et de plus en plus, puisque je suis un consultant en stratégie, mais je suis également galeriste d'art contemporain, mais amateur d'art ancien, amateur de livres, amateur d'apiculture, de miel, de milliers de choses. Évidemment, je vais vous parler de tout ça. Je vais vous parler de tableaux, je vais vous parler des gens, etc. Mais je reviens donc au 19 mars 2013. La galerie devait lancer et a lancé, ma galerie 55 Bellechasse, sa première exposition, qui a été un énorme succès. Avant, il y avait eu une pré-exposition avec énormément de journalistes. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à creuser mon passé. Donc, tout est public, hein, les photos des journalistes, parmi les plus connus de la place de Paris. La rue était noire de monde au moment de l'ouverture. Il y avait des grands banquiers, des grands chefs d'entreprise et puis des gens beaucoup plus simples, beaucoup plus modestes, mais qui étaient intéressés par l'exposition qui avait été, première exposition, un grand succès. Et la galerie s'est développée en France et à l'international. Et avec le Covid, les choses ont changé. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est que quelques jours avant le 19 mars, le dimanche, alors qu'on était en train de finir de préparer l'accrochage de l'exposition, puisque dès le lundi, on avait des rendez-vous avec des journalistes, on avait un déjeuner de pré-exposition avec des journalistes, etc. J'ai Olivier Metzner qui vient à la galerie et qui me dit
voilà Bertrand, je voulais vous dire que je ne pourrais pas venir à l'ouverture de votre galerie, mais je viendrai dès que je rentre de Chypre, où je vais aller prendre livraison de mon bateau. Et ce bateau, c'était un projet de très très longue date pour Olivier Metzner. C'était un catamaran sur lequel il avait investi énormément d'argent, énormément de temps. Et son idée, c'était de passer l'essentiel de sa vie en mer, parce qu'il adorait la mer, et se balader avec ce catamaran qui était organisé avec quelques chambres, salle de réunion. Vraiment, c'était un grand catamaran, donc un bateau stable, et sur lequel les gens pourraient venir le retrouver pour des réunions, vous pourrez les retrouver, et il serait loin, entre guillemets, du monde dans lequel il vivait. Parce que, comme avocat pénaliste, il avait vu toute, entre guillemets, l'incohérence de cette société dans laquelle, effectivement, souvent, plus on est riche et puissant, mieux on est défendu, moins on est attaqué, et plus on a une vie confortable, et l'inverse. Lui, c'était un avocat de Caen, où il avait été diplômé, et les hasards de la vie ont fait que sur un dossier pour un chef de chantier de Bouygues, où il y avait eu une mort sur le chantier, et il y avait une garde à vue, et lui avait réussi très vite à libérer le contremaître, alors que le directeur du projet, pour lequel c'était un grand avocat de Paris qui avait été envoyé, était resté en garde à vue pour la nuit. Et l'avocat n'avait pas réussi à le faire sortir. Et donc les gens de Bouygues s'étaient intéressés à lui en disant « Mais qui est cet avocat qui a réussi ça ?» Alors que nos grands avocats très chers n'avaient pas réussi. C'était Olivier Metzner. Et sa carrière, et c'est pas la légende là, puisque c'est lui qui m'avait raconté ça, a démarré, et il s'est retrouvé l'avocat des plus grandes sociétés du monde, et il a été amené à traiter les dossiers les plus compliqués. Il était sur Clearstream, il était sur l'affaire Bettencourt, il était sur le Concorde, etc. Et son cabinet de pénaliste était devenu un des plus grands cabinets de pénalistes au monde. Et je me rappelle, il voulait tout le temps me recruter. Parce que enfin voilà, il voulait me recruter au sein de son cabinet. Il trouvait que j'étais quelqu'un de vraiment passionnant. Je m'intéressais aux faits, je m'intéressais aux détails des faits, je m'intéressais aux gens, je les observais. Et surtout, je m'exprimais quand j'étais convaincu par un dossier avec une grande force de persuasion. Et j'avais commencé d'ailleurs à rencontrer, je m'étais véritablement posé la question. Et puis finalement, j'avais décidé de partir dans une autre aventure, donc continuer mon activité de conseil en stratégie et de monter une galerie d'art contemporain. Et je suis très content du choix que j'ai fait. Et je me rappelle, à la fin de cette semaine, donc quelques jours après le 13 août, on apprenait, ça faisait un peu la couverture des médias, que Maître Metzner s'était suicidé. Et il s'était suicidé, soi-disant, dans le bassin, en Bretagne, le bassin de... un endroit où il avait une maison. J'ai plus en tête l'endroit exact, mais soi-disant, il avait fait partir son personnel, et tout seul, avec un petit bateau, il était parti au milieu de l'eau, en mars. Donc, l'eau était très froide à ce moment-là, en Bretagne, et, il s'était jeté dans l'eau, au milieu du bassin en question, et il était mort noyé. Donc c'était un bateau, genre un petit optimiste, hein, pour les gens qui connaissent. Donc, alors je vous rappelle que c'était un amateur de cigares, c'était un grand marin qui adorait la mer, et c'était surtout un homme assez corpulent et qui, quelques semaines avant, s'était tordu la cheville, donc il avait du mal à marcher. Et d'ailleurs, il avait fait un procès contre l'hôtel en question, puisqu'il s'était tordu la cheville dans la baignoire, et qu'il n'y avait pas de système d'alarme dans la baignoire, et donc ça avait été très compliqué pour lui. Il avait dû attendre de longues heures avant que quelqu'un vienne le sortir de là. Donc, évidemment, son suicide, pour moi, il était invraisemblable. D'autant qu'il m'avait raconté plein de fois qu'on allait beaucoup parler de lui à partir de l'été, qu'il était sur un très gros cas, très gros dossier. Évidemment, je ne connais pas le dossier en question, et je ne fais pas style, je connais mais je ne veux pas le dire, de peur d'être mis en danger. Je ne le connaissais pas. Il m'avait juste dit qu'il m'en parlerait plus tard, mais voilà, je n'étais pas informé.
Et j'étais dans un club de cigares, de fumeurs de cigares, qui s'appelle le club de Churchill, dans lequel j'avais fait venir Olivier Metzner. Et dans ce club de fumeurs de cigares, c'était l'ancien CIJAC, Club international des journalistes amateurs de cigares, dans laquelle j'avais été intégré en tant que membre de la direction générale du Stade de France, et je m'occupais entre autres de stade pendant la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud, où la France a été si glorieuse. Et donc, j'étais dans ce club où on avait mensuellement des dîners avec beaucoup de personnes importantes, dont à l'époque le maire du Havre, Édouard Philippe, qui était membre de ce club de fumeurs de cigares. Il y avait beaucoup de journalistes, de patrons parisiens, Figaro, Page Saumon, France Info. À l'époque, ça devait s'appeler iTélé, etc., mais aussi des avocats, chefs d'orchestre, enfin des gens de la société civile et des journalistes. Et l'idée, c'était de ne pas être un club de lobbyistes, c'était véritablement un club d'échange et d'amateurs de cigares, qui était sponsorisé par une grande marque de cigares et une très très grande marque, en fait quasiment la plus grande marque mondiale de spiritueux, une marque française. Et donc c'était génial, et Olivier Metzner était dans ce club, c'est moi qui l'avais fait venir, et je dis à tous les journalistes que cette mort est invraisemblable, que c'est pas possible. Et j'explique pourquoi. Quand vous êtes marin, s'il y a une mort que vous ne voulez pas, c'est la noyade, surtout dans de l'eau très froide, de nuit, voilà, dans le golfe du Morbihan. Vous imaginez qui veut aller prendre un petit bateau de nuit et se suicider dans le golfe du Morbihan, alors que la noyade, c'est une mort atroce. Évidemment, il y a des marins qui veulent mourir avec leur bateau, mais ça, c'est, entre guillemets, vous êtes en plein milieu de l'océan, vous savez que les chances de vous en sortir avec un petit canoë, et voilà, et le capitaine prend ses responsabilités, il dit, voilà, moi, je reste avec mon bateau, ou il a la possibilité de s'en tirer, et il part. Mais là, prendre pour aller se suicider, c'est très étrange, surtout quand vous avez un problème de cheville, etc. Et plein d'autres choses. Il était censé être, je vous rappelle, à Chypre pour récupérer un bateau à cette date-là. Et je me rappelle, moi j'étais prêt à en parler, j'étais prêt à dire, mais soulevons le problème. Et puis je connaissais une ex de ses associés, avec laquelle j'étais en relation, et qui n'y croyait pas une seconde. Mais bizarrement, ça a été circulé, il n'y a rien à voir. Et alors je ne vais pas prolonger l'enquête, parce que ce n'est pas l'objectif de cet entretien. L'objectif, c'est de dire, Metzner me disait toujours, la chose la plus importante, c'est de se battre pour la vérité, peu importe la vérité, et peu importe que vous plairez aux riches et aux puissants, et le dossier. Et les gens qui sont corrompus, les gens qui sont corruptibles, etc. Voilà. Mais il avait autre chose aussi, Maître Metzner. Parfois, il acceptait de défendre des personnes qui étaient coupables. Et moi, je lui posais souvent la question, je lui disais, mais comment vous aviez accepté ça? Et il dit, mon métier, c'est pas un métier de juge, c'est un métier d'avocat. Et donc, s'il existe dans la loi quelque chose qui va permettre de faire passer dans les mailles du filet quelqu'un de coupable, eh ben, je considère qu'en tant que professionnel de ce métier d'avocat, je peux le mettre en évidence, et ce sera le travail du législateur, le travail de l'homme de loi, de corriger la loi pour éviter qu'un tel cas se reproduise. Ça, c'était pour l'introduction. Et la conclusion de cette petite capsule que je voudrais laisser aux alentours de 15 minutes, c'est de dire que, très étonnamment, la loi aujourd'hui, elle n'est pas faite pour corriger les erreurs qui permettent aux coupables de ne plus passer en travers des maillons de la loi. Les lois sont faites maintenant pour protéger sans cesse plus les riches et les puissants. Et on a en particulier une loi qui défraye énormément la chronique depuis un certain temps, c'est les lois dites Schiappa, qui permettent en réalité d'incriminer
ceux qui essayent de dénoncer les gens qui veulent passer entre les mailles du filet. Parce que quand vous dénoncez un truand, quand vous dénoncez un violeur, quand vous dénoncez en utilisant votre notoriété, vous avez le risque d'être attaqué. Pas pour diffamation, puisqu'en l'occurrence, il n'y aurait pas diffamation, puisque les faits sont avérés. Mais il y aurait une astuce dans la loi pour vous attaquer, par exemple, pour harcèlement. Et évidemment, ça effraie les gens, parce que tout le monde n'a pas dans ses amis ou dans ses relations ou dans son portefeuille de quoi payer un bon avocat face à des armées d'avocats, et pas que des armées d'avocats. Donc aujourd'hui, le système, entre guillemets, il est complètement vérolé, gangréné, et on peut s'interroger sur énormément de décisions qui sont prises, et sur cette idée qui était belle dans la formule, entre guillemets, de naissance d'une république exemplaire, d'une république qui allait montrer que, enfin, les coupables, entre guillemets, subiraient les conséquences des torts qu'ils créent à autrui. Mais des torts qu'ils créent à autrui par leurs actes délictueux, pas par leur volonté, justement, de dénoncer des actes délictueux. Et je vous rappelle, juste à titre totalement non anecdotique, que Assange est toujours retenu en prison dans des conditions abominables en Angleterre. Angleterre qui n'a absolument rien à reprocher à Assange. Et au moment où les faits qui ont permis de mettre Assange en prison ont été, entre guillemets, établis puis annulés parce que les personnes qui avaient, entre guillemets, porté plainte finalement ont décidé de ne plus porter plainte, eh bien, les États-Unis n'avaient rien contre lui. Il n'y avait aucune loi qui permettait aux Américains d'essayer d'envisager son extradition. Seule la Suède pouvait éventuellement le souhaiter. Et donc, on voit bien que tout ça s'est produit pour créer cette situation complètement ubuesque où un homme perd, un peu comme Mandela avant lui ou d'autres, une immense partie de sa vie en prison par la collusion, par la corruption et par finalement une volonté de pratiquement toutes les grandes démocraties impliquées sur ce dossier de ne plus avoir un Assange modèle, mais plutôt un Assange exemple de ce que le système est capable de faire pour détruire et faire taire les voix qui sont en dehors des sentiers battus. Et on pourra citer Snowden, etc., tous les gens qui souffrent éminemment de ça. Et évidemment, c'est le cas d'une certaine manière d'Elon Musk, qui est un businessman tellement génial, qui réussit toujours avec les nouvelles structures qu'il crée, maintenant sa structure d'intelligence artificielle, qui va rapporter des centaines de millions de dollars et qui va lui donner, en tout cas sur le point de vue financier, une puissance de plus en plus importante pour se battre et pour se débattre pour ceux qui essaient de nuire à ses projets et de lui nuire personnellement. Voilà, donc c'est vraiment important, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à montrer les failles de la loi parce qu'ils considèrent que c'est le travail du législateur de faire en sorte que les mailles du filet ne permettent plus ça. Et aujourd'hui, on a des législateurs qui ne font que des lois qui permettent à leurs amis d'échapper à tout et à leurs ennemis d'être pris dans une toile alors qu'ils ne le méritent pas. Et c'est vrai pour la censure, c'est vrai pour tous les sujets. Vous avez tous pu observer les doubles standards, les doubles langages, etc., dont nous sommes les témoins au quotidien et parfois les cibles. Voilà, donc je n'ai toujours pas de nouvelles de X concernant ma suspension. Je vous demande si vous souhaitez de me rejoindre sur Substack, si vous voulez d'aider, parce que je pense que sans la, entre guillemets,
l'impact que j'avais avec 60 000 abonnés, mais plutôt avec 50, 60, 80 millions de vues chaque mois, j'étais un peu protégé, entre guillemets. Et je pouvais très rapidement, si jamais j'étais inquiété ou agressé, réagir et me défendre. Enfin, je parle au sens médiatique du terme. C'est plus le cas, et donc je, je pense que c'est important que vous rejoigniez mon Substack. Il y a le lien en description, et que vous décidiez, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous engager financièrement avec moi et la petite équipe qui, envers et contre tout, décide de continuer à s'engager. Pour le miel, les choses arrivent, perdu beaucoup de temps parce que, évidemment, à chaque fois, les éléments changent un peu la donne. Je proposerai d'ici une semaine les premières livraisons de la main à Paris. Ensuite, les personnes qui auront eu une livraison de la main à la main pourront faire des témoignages clients pour que toutes les personnes qui devront recevoir le miel autrement que comme ça puissent confirmer leurs engagements, parce que malheureusement, je ne pourrai pas leur remettre de la main à la main, et donc ils seront en emballage envoyés par différents services de courrier. Mais je ne pourrais pas, si la personne hésite ou change d'avis, faire un espèce de système de renvoi, etc., puisque c'est des choses alimentaires. Et donc je ne veux pas que les choses partent, circulent. Enfin voilà, ce sera scellé quand ça part chez vous. Ce sera scellé évidemment quand ça arrivera chez vous. Et j'espère que tout se passera formidablement bien. Je le souhaite et je m'engage pour que ce soit le cas. Par ailleurs, j'aurai un camion qui est un ex-camion frigorifique et qui sillonnera la France à partir du printemps. Donc je pense à partir de la Toussaint, qui va beaucoup vous surprendre parce que je souhaite au maximum ne pas être tenu uniquement par les réseaux sociaux. Et donc ce sera un camion galerie, un camion école, un camion débat qui viendra se garer sur des petites plages de village, et on pourra discuter sur la place du café du village, on pourra discuter dans un restaurant, on pourra discuter chez l'habitant si certaines personnes veulent que ça se passe comme ça, un peu comme une réunion Tupperware. Et petit à petit, eh ben, je viendrai à votre rencontre pour échanger, discuter avec vous, et surtout avoir un échange beaucoup plus simple, beaucoup plus direct, beaucoup plus naturel, et qui correspond tout à fait à mon mode de fonctionnement. Et voilà. Donc, je voulais introduire petit 1 sur le cas de Maître Messner. Je vous remercie de commenter cette vidéo, je vous remercie de partager cette vidéo, je vous remercie de tout faire pour aller contre cette espèce d'algorithme incroyable de YouTube à l'encontre de ma chaîne, mais qui ne me décourage pas, et les vidéos sont reprises au fur et à mesure. Vous pouvez les trouver sur Odyssée. Il y a une chaîne formidable d'Odyssée qui reprend toutes les vidéos, évidemment avec mon accord, et j'ai d'autres personnes, dont Stéphane Gaillet par exemple, qui reprennent. Je voudrais remercier beaucoup toutes les personnes qui sur X s'engagent pour essayer de montrer, entre guillemets, que quelque part je manque ou pas. Moi, j'ai pas d'avis sur la question parce que j'étais pas sur X pour manquer, ou voilà, j'étais par rapport à mon intégrité et ce que j'avais à dire. J'y passais beaucoup de temps. Évidemment, je vais voir, il va y avoir beaucoup de choses, semble-t-il, qui vont changer. Et j'essaierai pas d'être plus prudent et de changer ma manière de parler, puisque je parle toujours avec mesure et sans aucune haine. Mais peut-être, comme je le dis à chaque fois, prendre plus de temps pour relire, recopier les textes avant de faire un tweet et les mettre dans un traitement de texte pour que le traitement de texte m'aide à voir les plus grosses bévues que j'aurais pas vues, ou à reformuler certaines parties qui ne seraient pas totalement claires. Donc, je vous remercie.